Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne des milliers de personnes pour les aider à retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'une personne qui va nous partager son parcours. Comment est-elle rentrée dans la vie professionnelle ? Quelles furent ses bifurcations, s'il y en a eu ? Les rencontres marquantes qu'elle a faites ? Quels apprentissages et quels conseils peut-elle nous partager ? Et surtout maintenant, quelle direction et quel sens souhaite-t-elle donner à sa vie pro ? Chaque histoire est personnelle, mais dans chaque histoire, il y a de l'universalité. J'espère que ce témoignage vous inspirera et résonnera pour vous autant que pour moi. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Wilfried. Wilfried est une personnalité haute en couleurs. Il a passé plus de 30 années dans le domaine de la coiffure. Il a exercé son métier passion dans des environnements complètement différents. Suite à des douleurs chroniques, il pense devoir complètement réinventer sa vie professionnelle. Je vous laisse découvrir la décision qu'il finira par prendre à la fin. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour Wilfried. Bonjour. Un grand merci de ta présence et de ta participation à ce podcast. J'ai envie de te poser la première question qui est « D'où viens-tu » ? D'où je viens? Moi, je viens d'une région qui s'appelle Angers, où je suis né, j'ai grandi, j'ai fait mon apprentissage, mes études, apprentissage de coiffeur. Est-ce que du coup, tu peux me parler un peu plus de ton parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel, en fait, j'ai été jusqu'à la 3e et j'ai eu une envie, en fait, de travailler très vite pour m'assumer le plus vite possible. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ans la coiffure, donc un CAP à coiffure, où j'ai travaillé pendant 3 ans d'apprentissage, donc du côté d'Angers. Et après ces 3 ans, je suis monté à Paris, j'avais environ une vingtaine d'années. Et une fois à Paris, quelles ont été les différentes étapes ? Alors à Paris, j'ai eu la chance d'être engagé dans un des plus grands salons de coiffure de l'époque, qui s'appelait Lucie Saint-Clair International. Après ça, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Monsieur Jean Saberny, un grand coiffeur parisien avec qui j'ai réussi à travailler et à voyager aussi un petit peu en Europe et au Japon en faisant des shows avec lui. Et donc, j'ai travaillé un peu avec lui. Sur ce, Paris ne me plaisait pas parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, c'était beaucoup trop chic, je sais pas, il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Et donc, je suis parti de Paris. Déjà, tu es resté combien de temps à Paris ? À Paris, j'ai dû y rester environ 5 ans, ce qui n'est déjà pas mal. Et puis, en fait, ma maman a décidé de faire un voyage à Ibiza pour rejoindre une amie. Elle m'a demandé, en fait, de prendre sa voiture pour descendre jusqu'au bateau et de prendre le bateau avec elle, passer 2-3 jours à Ibiza et de retourner donc après travailler normalement. Ce que j'ai fait, sauf qu'en rentrant à Paris, j'ai donné ma démission, je suis retourné rejoindre ma maman où j'ai monté un salon. Donc, tu as monté un salon où ça ? À Ibiza. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de monter un salon là-bas ? Oh, sûrement un coup de folie à l'époque parce que je ne parlais même pas espagnol. Donc, étant jeune, ma maman était là-bas, on avait un petit peu d'argent d'économie, bon, ce qui n'a pas coûté très cher bien sûr, mais bon, il fallait le faire. Et c'est comme ça qu'a commencé et où je suis resté pendant 10 ans. Et est-ce que du coup, si je comprends bien, pour l'instant, ton fil rouge, c'est la coiffure ? Oui, oui, c'est mon métier de passion, c'est ce qui m'a tout donné dans ma vie, c'est ce qui m'a fait voyager et c'est ce que j'aime absolument, bien sûr. Est-ce que tu arrives à détecter qu'est-ce qui te plaît dans ce métier à la base, au-delà que voilà, ça t'a donné de l'expérience, des voyages, des rencontres ? Au tout début, ça ne me plaisait pas du tout. Je l'ai fait un petit peu pour embêter mon père. Et après, au fil du temps, en fait, en allant dans des formations à Londres, et beaucoup à Londres parce que j'ai fait Vidal Sassoon et Tony Ngaï à l'époque, et en croisant les coiffeurs parisiens et en échangeant en fait avec beaucoup de gens, je me suis aperçu que c'était un métier qui permettait en fait d'échanger beaucoup, de donner beaucoup et de recevoir aussi beaucoup. Et au fur et à mesure, en le faisant, en fait, je me suis aperçu que ce métier était vraiment fait pour moi. Donc du coup, tu montes ton salon à Ibiza pendant une dizaine d'années et après ça ? Alors en fait, on est arrivé dans la crise de 2008 où j'ai voulu monter un autre salon en fait à Palma de Mallorca, changer d'île,
avoir une île plus grande et qui soit pas aussi petite qu'Ibiza, parce qu'à l'époque, Ibiza, bon, fonctionnait seulement 6 mois de l'année et l'hiver était un peu long. Je l'ai monté en pleine crise de 2008 et en fait, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, ou sûrement pas assez vite, j'ai pas eu assez de patience et je suis retourné à Paris. Et du coup, à Paris, tu y es resté encore longtemps? Bah là, j'y suis toujours. Ça fait déjà maintenant, ça fait déjà 15 ans. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Jean-Marc Joubert, qui est un coiffeur qui a environ 35 salons dans toute la France, dont 6 à Paris, et qui m'a donné en fait la direction de un puis 2 salons au niveau de la rue Saint-Honoré. Donc ça s'est très très bien passé avec et ça se passe toujours bien. Sauf que j'ai eu en fait après une maladie en fait au niveau des 2 coudes des bras. Donc qui sont en fait des tendinites, une qui est en fait une tendinite ouverte et l'autre c'est plutôt un tendon posé sur le nerf et qui m'empêchait en fait de pouvoir travailler comme je le voulais ou autant que je voulais. Et est-ce que, du coup, avant de revenir à cet élément peut-être déclencheur, tu disais à chaque fois: j'ai la chance d'avoir rencontré telle personne, telle personne». Est-ce que c'est réellement de la chance ou est-ce que tu l'as en fait un peu quand même provoqué finalement? Bah, je provoque oui, non, parce qu'en fait à Ibiza, quand j'étais à Ibiza, j'ai rencontré un coiffeur qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelait Laurent de Creton, qui est un très très grand coiffeur de Metz, qui travaillait pour la haute coiffure française, qui était donc directeur de la haute coiffure française, et qui m'a emmené après avec lui dans des shows, qui m'a dit j'aimerais bien travailler avec toi, et qui m'a présenté aussi à son agence, pour lequel je travaille en binôme avec Jean-Marc Joubert aussi. Donc cette agence nous permet de travailler sur tout ce qui est Fashion Week, donc en ce moment même, et aussi sur les festivals de Cannes, des choses comme ça. Donc oui, j'ai eu de la chance et en même temps, le fait de travailler et d'essayer de bien travailler fait que j'ai pu avoir ces opportunités aussi. Donc c'est une chance, mais c'est surtout une fait de vouloir toujours plus en fait et de vouloir toujours connaître des gens, échanger et avoir cette coiffure à l'ultime, au meilleur de soi-même, en fait, comme on peut dire. Comment ça s'est déclenché? Ça a été par des douleurs? C'est une maladie? En fait, c'est assez connu dans le monde de la coiffure parce que c'est quand même un métier qui est très physique? Alors, c'est assez connu dans le monde de la coiffure, c'est par la posture, en fait, le fait de travailler aussi longtemps et surtout de mal se tenir, en fin de compte. Et grâce à mes kinés et à mes ostéopathes et mes médecins, en fait, en retravaillant mon ossature et en retravaillant, en fait, au fur et à mesure, ma posture, et en faisant de la gym et un peu de musculation et de renforcement musculaire, on arrive en fait à tenir le corps et faire qu'on ait moins mal. Mais bon, souvent les bacs ne sont pas appropriés, soit ils sont trop bas, soit ils sont trop hauts, les bacs pour laver la tête des clientes. Les sièges ne sont pas appropriés parce qu'on ne peut pas les monter, on ne peut pas les descendre. Les fauteuils ne sont pas appropriés parce qu'on se tient mal, on se tient souvent en avant ou trop en arrière. C'est le fait de postures qui ne sont même pas enseignées, peut-être aujourd'hui, mais qui ne sont même pas enseignées en fait quand on est jeune à l'école. C'est une usure naturelle du corps humain. Après 30, ça fait 35 ans maintenant. Donc c'est tout à fait normal. Quand tu apprends et quand tu prends conscience que voilà, tu vas peut-être avoir des difficultés à exercer ton métier, comment tu réagis? Est-ce qu'il a fallu du temps pour que tu passes à l'action, que tu décides de prendre en main le sujet peut-être ou Alors il m'a fallu une petite année, oui, une petite année parce que j'étais en arrêt maladie, pour me dire: «Qu'est-ce que je vais faire?» parce que je ne sais rien faire d'autre, c'est ça le problème. J'ai bien deux trois langues à mon actif, j'ai bien, petites choses comme la décoration que j'adore faire, des choses comme ça, mais bon, sans école à 50 ans, déjà à 50 ans, changer de travail, c'est quelque chose. En plus, sans école aujourd'hui, bah, c'est encore pire. Donc je suis venu vous voir, où j'ai fait ma première partie, en fait, en me disant: «Qu'est-ce que je peux faire?» Allons donc voir, sur un parcours de bilan de compétences et voir ce qu'on me propose. Et donc de ce fait, donc j'ai commencé le parcours avec, Audrey, une personne fantastique avec qui j'ai eu un très, très bon échange et j'aime beaucoup cette femme, vraiment un très, 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 très bel échange, très positif, franchement, c'était vraiment un très, très bon moment pour moi. Et au fur et à mesure de la construction du Parcours Chance, je me suis aperçu que j'avais des compétences qui étaient hautes, que je pouvais éventuellement peut-être transmettre, que je pouvais éventuellement, peut-être continuer mon métier mais différemment, peut-être faire aussi d'autres métiers, mais en fin de compte, au fur et à mesure, je m'apercevais que mon métier, c'était quand même ce que j'aimais le plus.
Et donc, il fallait en fait l'orienter vers quelque chose que je puisse faire les 10 dernières années, 10, 12 dernières années qui me restent à travailler. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de passer un nouveau diplôme, parce que je ne l'avais pas, j'avais juste un CAP, coiffure, pour pouvoir éventuellement et rentrer peut-être au L'Oréal Campus ou chez L'Oréal ou peut-être à l'Éducation nationale, mais ça m'étonnerait un peu parce que je n'ai pas ce côté trop carré de l'Éducation nationale à mon goût, je pense. Mais après, bon, on verra, puisque là, je suis en Choum, mon bon diplôme est obtenu, donc ça, c'est déjà une bonne chose, avec les mentions du jury, où j'étais assez content dès la première fois. Mais ouais, on continue, en fait, dans ce sens. Quand tu as commencé le bilan, si je comprends bien, tu avais quand même en tête de se dire, bah mince, je vais devoir faire une croix sur toute ma carrière, je vais devoir peut-être me réinventer, je vais devoir changer complètement de métier, alors que bah, j'ai 50 ans et à 50 ans, ça peut être compliqué. Et finalement, par les échanges que tu as pu avoir avec Audrey et le bilan, tu te dis, bah non, je suis peut-être pas obligée de tout plaquer, il y a peut-être des ajustements où je peux le exercer différemment. Oui, exactement, parce que bon, moi, j'ai toujours aimé la décoration. J'ai refait tous mes appartements jusqu'à maintenant. J'ai refait les maisons d'amis à moi. Et c'est des choses qui me passionnent et je suis toujours en train de regarder un petit peu ce qui se fait en décoration. Mais en même temps, je ne suis pas spécialiste dans ce genre de choses, hein. Je suis plus décorateur, mais il me manque une bonne école comme l'école de Boulle, par exemple, qui pourrait me donner vraiment un moyen d'arriver à ce que je veux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une école comme celle-ci, premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, c'est du temps. Et troisièmement, à 55 ans, ça serait un peu trop tard. Et derrière tout ça, à Paris, il faut bien savoir qu'il faut avoir un carnet d'adresses, hein. Moi, le carnet d'adresses, je l'ai en coiffure, hein, mais je ne l'ai pas forcément dans ce genre de métier. Donc, c'est tout refaire pour ne peut-être pas faire grand-chose en fin de compte. Et c'est ça un petit peu le défi, c'est-à-dire que je me suis aperçu trop tard que j'avais mal ou j'ai peut-être attendu trop longtemps parce que j'ai vécu très longtemps avec cette maladie en me disant ah t'as mal, bon, tu prends un Doliprane, bon, ça va mieux, tu te reposes. Et beaucoup de gens font ça, je pense. Ils attendent en fait, et en fait on s'aperçoit que merde, j'ai 50 ans. Et à 50 ans, moi, je vois beaucoup de gens dans mon entourage et surtout mes clientes, hein, qui sont mis au placard, hein, qui sont en phase de licenciement parce qu'ils coûtent cher, hein. Il y a plein de choses aujourd'hui, même aujourd'hui, si je veux rentrer dans une école, j'ai pas un salaire de base, hein. J'ai un salaire qui coûte parce que j'ai des frais de structure qui sont l'achat de mon appartement, qui sont tout ce qui va autour, qui aujourd'hui je le gagne avec mon métier, mais je ne le gagnerai pas forcément en faisant autre chose. Donc c'est tout un univers. C'est pour ça que j'essaye d'adapter aujourd'hui le fait de rester coiffeur en faisant, en fait, comme je dis toujours, gagner plus en travaillant moins, mais c'est ce qu'on peut essayer de me souhaiter, en fait, pour pouvoir continuer dans cette posture. C'est intéressant parce que finalement, ce choix où tu disais, bah, en fait, j'avais aussi d'autres centres d'intérêt, notamment la décoration, et tu parlais de l'importance du carnet d'adresses. Je trouve ça intéressant de le mentionner, et surtout que tu le mentionnais précédemment par différentes rencontres. Est-ce qu'il y a des rencontres particulièrement qui t'ont marqué dans ton parcours professionnel? Bah, les rencontres qui m'ont marqué, ce sont en fait tous ces grands coiffeurs qui m'ont donné l'envie de continuer déjà. Toutes ces premières expériences que j'ai eues à Londres qui m'ont donné envie de faire mieux. Après, ces managements qui étaient absolument magnifiques et qu'on pouvait en fait explorer et faire. Que même moi, je me suis retrouvé manager alors que je n'avais pas forcément les capacités ou les études pour le faire, hein. Mais je l'ai fait au fur et à mesure. J'ai essayé d'être le plus homme possible entre guillemets, le plus gentil en étant assez ferme dans certaines décisions. Les rencontres, on va dire que les clientes sont des rencontres qui sont très, très importantes parce qu'on leur apporte quelque chose, on les rend belles et ce sourire à la fin de la prestation qui dit tout. C'est même pas une question de payer, c'est une question d'un sourire. Et ce sourire paye plus que tout des fois. Et quand on voit ce genre de sourire et cette femme gay ou cet homme gay qui sont heureux en fait de sortir de chez toi, bah ça c'est ce qui me fait continuer, c'est les meilleures rencontres que j'ai faites. Après j'ai de la chance de travailler en Fashion Week qui me sort un petit peu de mon salon et ça c'est super sympa parce qu'on travaille sur là c'est pour un moment, un instant, c'est des gens qui vont défiler comme chez Chanel, comme Valentino, comme Dior. Et là c'est plutôt l'excitation et ce sont des gens toujours happy parce que elles mettent les plus belles robes, les plus chères robes du monde. Il leur faut la plus belle coiffure et le plus beau maquillage du monde. Donc ça, c'est vraiment sympa à faire aussi. Et c'est ce qui fait continuer, en fait. Et aujourd'hui, du coup, tu peux continuer à coiffer ponctuellement pour des événements comme ça?
Oui, je continue. J'y étais hier et avant et aujourd'hui, ce matin, à 9 heures du matin. Je continue et j'essaie de le faire et ça, en fait, c'est un petit peu ce qui me permettra peut-être de continuer la coiffure en faisant moins en salon. Mais il faut développer plus parce que l'embêtant, c'est que le Fashion Week, il y en a 3 par an. Il y a un festival de Cannes. Ce sont souvent des périodes où je peux pas toujours me libérer parce que je suis toujours en salon et ça ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir se dire: «On va faire que ça». Je trouve que ce qui est hyper transparent lors de ton partage d'expérience, c'est ce côté impératif financier. C'est-à-dire que oui, on a des centres d'intérêt, oui, on a un métier passion, mais comme tu le disais, tu as tes coûts de structure, des factures qui tombent tous les mois. Comment ça, tu l'as intégré finalement dans ta réflexion? Comment je l'ai intégré, c'est qu'aujourd'hui, je suis marié avec un homme extraordinaire. J'ai un petit chien, j'ai un confort de vie, j'ai une maman qui me donne pas trop d'argent, qu'il faut des fois aider. Et j'ai toutes ces structures aujourd'hui que je ne veux pas perdre surtout et que je ne peux pas me permettre de perdre. Et je vais pas dire j'en ai chié pour l'avoir, mais il a fallu travailler. Il a fallu beaucoup travailler pour avoir tout ça. Et aujourd'hui, le fait de tout avoir perdu en Espagne en 2008, parce que j'étais obligé d'abandonner le salon, ça m'a suffi en fait, hein. Et tout ce que j'ai reconstruit derrière, qui m'a mis quand même une bonne dizaine d'années avant que je rachète mon premier appartement, et bien aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de le perdre. C'est quelque chose que je vais garder. Et c'est cette peur de perdre en fait, c'est pas vraiment une peur, hein, mais c'est un métier qui me permet d'avoir ce rythme de vie, d'avoir, mon je n'ai pas un rythme de vie, grand et luxurieux, rien du tout ça, mais qui me permet au moins d'avoir un toit à mettre sur la tête. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est une sécurité. Ce besoin de sécurité, en fait, que tout le monde aspire finalement. Tout à fait. De ne pas être à zéro sur ses comptes à la fin du mois, de ne pas avoir de problème pour manger, des choses comme ça, qui aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce genre de choses. Et moi, j'ai fait tout, même si tout est beaucoup plus cher, on le voit très bien, de toute façon, que ça soit en province ou à Paris. À Paris, je crois que c'est encore pire. Oui. On paye tout beaucoup plus cher, donc il faut surtout faire très attention. Et en plus, on a cette peur en ce moment, avec tous ces gens qui contrôlent cette terre et qui font un peu n'importe quoi. On se dit, est-ce qu'ils vont pas nous mettre une bombe nucléaire sur la tête du jour au lendemain? Donc c'est vrai, mais c'est vrai, c'est des choses on a peur de changer parce que donc comme on a, on se dit: «Qu'est-ce que» surtout à 50 ans. J'aurais eu 20 ans, ça fait bien longtemps, j'aurais tout claqué, sans problème. J'ai déjà fait, il y a pas de souci. Mais cette peur du jour au lendemain de dire: «Allez, je change tout, je claque tout, je me mets en auto-entrepreneur», par exemple. Quand on voit qu'aujourd'hui l'auto-entrepreneur n'a un rapport d'une cliente à moi qui est quand même à la chambre des métiers de Paris, plus de 1 auto-entrepreneur sur 2, je crois, vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est vraiment beaucoup travailler pour ne rien avoir, hein. Donc ça, je veux pas non plus. Je veux pas non plus. Est-ce que justement, là, c'était intéressant, on a commencé à parler de peur finalement. Est-ce qu'il y en a certaines que tu as évoquées donc, pendant le bilan de compétences et que tu as pu dépasser? Je me rappelle pas très bien d'avoir évoqué si cette peur, mais cette peur, de toute façon, je la dépasserai pas parce que c'est une peur de trop gros changements maintenant. C'est pas vraiment une peur en soi, c'est plus une constatation. Et en fait, faut bien se dire que à tel âge, il vaut mieux garder ce que l'on a que plutôt d'aller chercher des choses que l'on n'aura jamais. Est-ce que du coup, dans ce projet de réorientation, parce que finalement tu restes dans le domaine de la coiffure, mais tu t'es dit, en fait maintenant, est-ce que je serais pas dans une posture de transmettre? Est-ce qu'il y a des challenges que tu rencontres? Comment tu vois les choses? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, la mesure de transmettre, ça a été celle que j'ai après le bilan de compétences, donc j'ai fait une VAE, donc qui m'a mis en fait, je me suis fait aider par une amie à moi, cliente. On devait faire ça en 3 ou 6 mois normalement. On l'a fait en 1 mois et demi, tous les 2. On a beaucoup travaillé et donc j'ai fait une VAE qui a fait 90 pages à peu près. Pour pouvoir la passer, en fait, j'avais un petit peu un dilemme, c'est-à-dire que j'ai su qu'on pouvait faire ce genre de choses, fin juin et le jour d'inscription était le 25 août. Et donc, je me suis dit, mais c'est marrant parce que cette cliente, je l'ai coiffée le jour même que j'ai su ça, elle m'a dit, mais moi, je vais t'aider. Et donc, on a commencé et elle m'a aidé, en fait, à mettre mes idées au clair, en fait. Un petit peu comme si j'avais chaque GPT qui m'avait dit comment faire les unes après les autres
comment aller vers ça. Et donc, on m'a monté ça et j'ai réussi à la rendre le 25, en fait, avec tout un roman photo un petit peu aussi, avec ce que j'ai pu faire, parce que j'ai fait aussi du cinéma un petit peu, j'ai fait beaucoup de scènes de rue aussi au niveau des modèles, avec des magasins de mode. Donc, tout ceci, en fait, on a monté, on a fait beaucoup de gestion aussi, gestion du personnel, gestion de l'entreprise, gestion des stocks. Bon, tout ce genre de choses qu'on a mis dans cette VAE, et donc j'ai pu la passer en novembre. Pour pouvoir, en fait, j'avais déjà contacté avant L'Oréal Professionnel, qui a une école juste à côté de chez moi qui s'appelle le L'Oréal Campus, pour pouvoir travailler éventuellement chez eux. Et donc, je l'ai eu en début janvier. Et après, j'ai recontacté L'Oréal, mais j'attends toujours une réponse de leur part. Et du coup, donc, pour revenir sur ce dispositif, la validation des acquis et de l'expérience, donc ça permet d'avoir un diplôme. Là, c'était un diplôme de quel niveau que tu as pu avoir avec cette VAE? Alors, le brevet professionnel de coiffure. Et du coup, je savais pas, donc tu n'avais pas ton brevet professionnel de coiffure initialement, donc tu t'es lancé sans brevet au tout début, initialement? J'avais mon CAP simplement, oui. Et j'ai géré des salons sans avoir ce brevet. Oui. Donc, c'est pour ça que je pouvais en fait valider par rapport à mon expérience professionnelle. Toutes ces années de gestion de salon, gestion du personnel, m'a permis en fait de pouvoir valider en fait ce diplôme. Et donc là, la prochaine étape, c'est t'attends un retour de L'Oréal Campus, c'est ça? De L'Oréal Campus, oui, ça. Je suis aussi sur une agence pour faire du recrutement de coiffeurs pour pouvoir qu'ils travaillent sur nous, sur les Fashion Week, avec nous sur les Fashion Week, sur Festival de Cannes. Et puis, travailler moins en salon, peut-être passer à 3 ou 4 jours et développer peut-être de plus en plus. Est-ce qu'il y a des choses dans ce métier de coiffure, peut-être que tu as le moins aimé, les challenges? Parce que j'aime de moins en moins maintenant, c'est être enfermé pendant 5 jours d'affilée. Surtout quand on a des moments de pause. Bon, je travaille, encore ça va. Mais le fait, par exemple, d'avoir une journée où j'ai 2, 3 clients, à mon âge, et puis je préfère aller faire autre chose, en fait. Comme aller au sport, rester à la maison à cuisiner, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est ce que je supporte de moins en moins. Mais après, tout le reste du métier, non, j'aime beaucoup mon métier. Surtout, j'ai toujours fait à mon image. Il y a eu des modes, du wavy, il y a eu des modes, des mèches blanches, il y a eu des modes. Et j'ai jamais suivi les modes. Moi, je suis plutôt ce qui va avec la cliente et je la conseille. Et donc, j'ai un assez fort caractère dans mon métier pour ça. C'est-à-dire que je ne vais pas aller sur une mode pour que on soit collé à Instagram ou à Snapchat. C'est pas du tout mon truc. Moi, mon truc, c'est plutôt de vous orienter vers quelque chose qui vous va bien. Est-ce que, si tu reprends un peu tout ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Ouais. Je ne serais peut-être pas resté autant de temps en Espagne et je serais peut-être parti à New York. J'aurais fait une autre carrière. Ça aurait été une carrière comment en fait? Plus dans les shows ou? Peut-être plus dans les shows et peut-être aussi avoir une meilleure aisance de vie aujourd'hui, peut-être un plus gros patrimoine, peut-être ouvert, fait une ligne de produits à mon nom, peut-être des choses comme ça que, en fait, comme j'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai un peu trop sauté un peu à droite à gauche, sans vraiment consolider quelque chose. Et c'est peut-être un peu le regret que j'ai aujourd'hui. Et si par exemple, dans dizaines d'années, tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais voir? Par rapport à mon métier qui évolue bien, parce que c'est pas ce qui est en train de se faire actuellement. C'est un métier qui est en train de se galvauder. Tout se ressemble. Et j'ai un peu peur qu'on perde nos identités en tant que coiffeur. Mais je crois que c'est un peu partout pareil. De toute façon, on va être du McDonald's, on va être du Zara, on va être du H&M, heureusement. Même si on a certains coiffeurs ont un caractère de moins en moins, j'ai l'impression. Et dans ma vie, que les gens autour de moi soient heureux, reste. Moi, je suis heureux dans chaque fois. Est-ce qu'il y a un conseil que tu partagerais aux personnes qui se sentent perdues et qui se tournent vers Chance? Alors, les gens qui se sont perdus et qui se tournent vers Chance, surtout qu'ils soient positifs, optimistes, que Chance va leur apporter des choses de voir leurs compétences qu'ils ne savent pas forcément, leurs aptitudes qu'ils ne savent pas forcément. Ça, c'est ce que ça m'a apporté. Et de pouvoir peut-être s'ouvrir un horizon qu'ils ne voyaient pas forcément. Et ça, je pense que c'est un aboutissement en fait que j'aurais peut-être pu faire tout seul, mais que Chance m'a donné. Et Audrey beaucoup.
parce que c'était toujours que du positif, à un moment où j'avais besoin éventuellement aussi de parler peut-être, hein, et qui était vraiment très, très constructif. Sachez que de toute façon, toute expérience est bonne puisque ça vous donne quelque chose et vous réfléchissez sur vous-même. Pour cela, moi, je dirais que c'est une bonne chose que j'ai fait. Ça, je suis sûr de ça. C'est intéressant ce conseil parce que j'ai l'impression que du coup, tu as vraiment pris conscience de toutes tes compétences que tu avais pu développer avec ces dernières années d'expérience et qu'en plus, tu as pu valoriser via cette VAE. Quel est le plus gros apprentissage que tu as pu avoir dans le parcours? Oh, la vie. La vie, le fait de s'être planté, le fait de s'être trompé, le fait de recommencer, qui est un peu comme un parcours chance, hein. De toute façon, c'est-à-dire qu'on va se tromper sur ses compétences et on va s'apercevoir qu'on en a d'autres. Et toutes ces choses-là font que vous avancez. Est-ce que vous construisez? Et la vie, c'est ce que c'est. Merci beaucoup Wilfried pour ce partage. Moi, j'ai peut-être une petite dernière question, mais là, c'est ma curiosité. Tu disais que donc, tu as coiffé dans des shows, etc. Quelle est je sais pas, la célébrité la plus connue que tu as pu coiffer? Alors, j'ai pas coiffé de célébrité, en fait, parce que je refuse un peu de coiffer des célébrités. Je coiffe, des gens souvent très riches, mais des illustres inconnus. Voilà, je coiffe, par exemple, le président directeur général de chez L'Oréal, sa femme, qui sont des gens, hautement connus, mais qu'on ne voit jamais. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, parce que c'est souvent des gens beaucoup plus intéressants à côté, parce qu'ils ont un parcours de vie qui est exceptionnel. Que moi, tout ce qui est, par exemple, ça va vous faire rire, mais tout ce qui est fashionista, je refuse de les coiffer. Elles ne m'intéressent pas et elles ne me font rien ressentir, en fait, en soi. J'ai du mal, en fait, à les coiffer. C'est hyper intéressant cette réponse. Je trouve que ça en dit beaucoup sur ta personnalité. Oui, parce que c'est des gens qui n'ont pas de parcours de vie, en fait, qui sont arrivés là, sur une excuse, qui vont en repartir dans un escalier en tombant, parce que c'est un peu ce qui se passe actuellement. Ils sont là aujourd'hui, demain ils ne sont plus là, ça dure très peu de temps, à part des gens très intéressants, hein. J'en coiffe, c'est pas vrai, j'en coiffe 3. J'en coiffe une qui a 65 ans, 66 ans, qui est une silver mannequin, euh, qui est une femme extraordinaire, qui a un vécu de fou, de fou. Et là, vient de perdre son papa en plus, donc je suis très proche d'elle. Et c'est marrant parce que avec elle, j'échange sur Instagram. Et j'ai une autre jeune fille aussi, qui je coiffe et qui, elle, a une théorie et démonte un peu les gens comme Steve Jobs, comme elle a un discours qui est absolument extraordinaire. Elle a suivi plus de 340 000 cas, je crois, mais un truc de fou. Mais elle, en plus, je l'ai en vivant parce qu'elle vit au salon. Donc, des fois, on parle tous les 2 et on a fait un jour, elle me dit: «Attends, on va faire une vidéo sur mon Instagram» et je la coiffais et on était en train de parler de la préparation de la tartiflette. Et et ce jour-là, j'ai eu plus de 500 abonnés en plus sur mon compte Instagram et on a beaucoup rigolé. Elle dit: «Tu vois, on n'a pas besoin de faire de la coiffure sur un plateau, on a juste besoin de parler de nos vies parce que les gens aujourd'hui ne vivent plus. Ils regardent que des choses qu'ils ne se souviennent même plus au bout de 3 secondes, de toute façon». Et c'était très drôle, ce parcours. Et j'en suis comme ça, quelques-unes encore avec qui me suivent aussi. Là, hier, j'ai fait une femme qui a une clinique de chirurgie esthétique à Madrid. Une très, très jolie femme black, très grande, très élancée, avec des jambes de 3 mètres de long, des cheveux jusqu'en bas de la taille. Et elle était drôle. Et ça me faisait du bien parce que je parlais espagnol, hein, ce jour-là avec elle. Et on n'a pas arrêté de rigoler. Elle a le cheveu Valentino et elle a un très beau parcours dans ma vie. Et ça, c'est sympa parce que ça, c'est des vraies histoires. Et c'est des histoires qui restent. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et ben, en tout cas, un grand merci Wilfried pour ce partage. Bah, je t'en prie. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!